Economy of the Collapse. Bienvenue à l'économie du déclin. Aujourd'hui, route du Québec, quand les indicateurs ne racontent pas toute la même histoire. Le Québec, là, dit... J'ai de la misère à le dire tellement que ça me crée une dissonance cognitive intense, là. Québec dit qu'environ 76% de son réseau routier est dans un état supérieur au bon état selon l'IRI, l'indice de roulement international. Et là, j'imagine, si vous avez une voiture et vous écoutez ça, vous comprenez bien que c'est impossible. Le vérificateur général, lui, dit que la moitié des chaussées du réseau routier supérieur sont en mauvais état. Ah, ça semble être un petit peu plus la réalité. Mais là, c'est intéressant. Le gouvernement dit deux choses qui peuvent être vraies en même temps. Mais ça raconte pas du tout la même histoire. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je veux parler des routes du Québec, mais surtout d'un problème beaucoup plus profond. L'écart entre les indicateurs gouvernementaux et l'expérience réelle des citoyens. Parce que lorsque vous roulez au Québec, là, puis ça c'est surtout vrai en moto, là, vous ne mesurez pas là, un tableau Excel. Vous sentez les bosses, vous sentez les ornières, vous sentez les patchs, vous sentez les joints de pont. Au Québec, les joints de pont, c'est quelque chose. Des fois, c'est presque... mon garçon, il appelle ça des jumps. Vous sentez les vibrations. Et parfois, vous sentez que la route là, n'est tout simplement plus au niveau d'un état moderne. Hein? Il suffit d'avoir voyagé un peu pour s'en rendre compte. Selon les indicateurs publics, là, environ 76,4% du réseau routier supérieur québécois est considéré en bon état selon l'IRI. L'IRI, c'est l'International Roughness Index. C'est un indice de rugosité. Hein? Il mesure essentiellement le confort de roulement longitudinal. Plus l'IRI est bas, plus la route est lisse. Plus l'IRI est élevé, plus la route brasse. Sur papier, l'IRI peut être utile, mais il ne mesure pas tout. Il ne mesure pas nécessairement toute la détérioration structurelle. Il ne mesure pas toute mesure en profondeur. Il ne dit pas toujours si la route est en fin de vie. Il ne dit pas toujours si une route est patchée et est-ce qu'elle est réellement durable. Il ne dit pas si la chaussée est sécuritaire ou confortable pour un automobiliste ou encore plus un motocycliste. Donc, quand on dit 76% en bon état selon l'IRI, hein, dans des conférences de presse, derrière des lutrins, il faut toujours ajouter, là, selon quel indicateur et avec quel seuil surtout, hein, et pour quel type d'usager. Parce qu'on peut augmenter le seuil, le MTQ utilise un seuil qu'il déclare par lui-même de 2.2 à 4. Donc, on peut facilement se positionner dans un seuil plus élevé et ensuite se déclarer en bon état. Le vérificateur général du Québec arrive à un portrait beaucoup plus sévère. Hein. Il dit que la moitié des chaussées du réseau routier supérieur sont en mauvais état. Il dit aussi que l'information présentée par le ministère ne permet pas de prendre la juste mesure de l'évolution de la dégradation. Ça, c'est majeur. Parce que ce n'est pas un citoyen frustré là, qui dit ça. Hein? C'est pas des reels sur TikTok ou sur Facebook où on voit M. Nidpool patcher des trous puis tout le monde qui s'excite. Là. C'est le vérificateur général. C'est pas un motocycliste qui vient de se passer sur la route 105. C'est le vérificateur général du Québec. Et le vérificateur général ne dit pas seulement les routes sont mauvaises, il dit essentiellement là, l'information communiquée ne permet pas de bien comprendre la dégradation réelle du réseau. Ça, c'est intéressant pour les politiciens. Autrement dit, le problème n'est pas seulement l'état des routes. Le problème, c'est aussi la manière dont on vous présente l'état des routes pour vous désinformer. Et là, je vais vous le dire clairement. Un indicateur n'est jamais neutre. Un indicateur dépend de trois choses. Ce qu'on mesure, comment on le mesure, puis le seuil à partir duquel on dit que c'est acceptable. Et là, ça devient intéressant. Prenons un exemple simple. Si une école fixe la note de passage à 60%, elle peut annoncer un excellent taux de réussite. Si une autre école fixe la note de passage à 80%, elle peut avoir un taux de réussite plus bas, mais des standards plus élevés. Les deux parlent de réussite. Et
ce serait facile de dire l'école à 60% réussit mieux, mais elle ne parle pas du tout de la même qualité. C'est exactement le même enjeu avec nos routes. Le Québec peut dire qu'une route est en bon état selon l'IRI, mais si l'indicateur ou le seuil qui est utilisé accepte une qualité de roulement que les citoyens jugent médiocre, alors le portrait officiel devient complètement trompeur. Il n'est pas nécessairement faux, mais il est définitivement incomplet. Et là, si on regarde l'Ontario, n'importe qui a roulé en Ontario se rend compte qu'on n'est pas du tout à la même place. L'Ontario utilise aussi l'IRI, mais il ne s'arrête pas seulement là. Les données de conditions des chaussées provinciales sont recueillies annuellement avec des véhicules des véhicules automatisés qui mesurent plusieurs dimensions. L'Ontario utilise, oui, l'IRI, mais c'est aussi l'orniérage, la détérioration des surfaces, le Distress Manifestation Index et intègre ces mesures dans un Pavement Condition Index. Ça change la logique. On ne regarde pas seulement si la route roule encore relativement bien. On regarde la condition globale de la chose. Le PCI, lui, donne une vue plus intégrée de confort, de détérioration d'ornières, de défauts de surface. Et ça, c'est important parce qu'une route peut avoir encore un roulement acceptable avec des seuils bas qu'on établit pour se donner bonne presse, mais peut-être structurellement vieillissante ou dégradée ailleurs. Et là, si on regarde là, au Maine, à New York, au Vermont, l'expérience là-bas sur le terrain, là. Ceux qui roulent au Maine, au Vermont, là, qui ont fait de la moto dans l'État de New York, ou en Ontario, comme on vient de discuter, là, sentent réellement une différence. C'est pas parce que ces juridictions-là sont parfaites, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'hiver, comme on essaie de nous le faire croire. Mais l'expérience de roulement peut être nettement meilleure. Puis en moto, je pense que c'est un bon étalon de mesure, là, parce que la différence devient vraiment plus évidente. Tu te rends compte qu'une route neuve aux États-Unis ou une route neuve en Ontario, elle est parfaitement lisse sur des kilomètres. Tu n'as aucune vibration dans ta moto, puis une moto, c'est très perceptible. Mais une route neuve au Québec, il y a quand même de l'oscillation, puis elle est neuve. C'est comme si elle n'est pas droite parfaitement. Donc la qualité de confection aussi, elle est moins bonne. En voiture, on ne le sent pas ça nécessairement, parce que ça l'absorbe une partie du problème, mais une moto, ça ne l'absorbe pas. Et une moto, là, les ornières là, peuvent aspirer la roue, les joints de pont peuvent la déstabiliser, les patchs mal nivelés là, peuvent faire vibrer la direction. Les bosses successives peuvent provoquer une perte de stabilité. Et ce qui est seulement inconfortable en voiture peut devenir littéralement dangereux en moto. Ça pose une vraie question d'évaluation publique, là. Est-ce que nos indicateurs tiennent suffisamment compte des usagers vulnérables? Ça, c'est important. Est-ce que la santé et la sécurité des usagers, c'est important? Parce qu'une route là, peut être acceptable pour une voiture, même si, selon l'index, même si elle est extrêmement inconfortable et elle endommage les véhicules, mais peut-être dangereusement médiocre pour une motocyclette. Et là, il y a une énorme différence entre réparer et construire, parce que réparer, c'est souvent, ici au Québec, c'est patcher, c'est boucher, c'est corriger localement, prolonger temporairement. On gère le symptôme, à chaque printemps, il faut recommencer. Et là, lorsqu'on parle de reconstruire, c'est on refait la structure, on corrige le drainage, on refait la fondation, on remplace la chaussée, on donne une durée de vie réelle à l'infrastructure, là. Quand une route est à bout de souffle, le patchage devient une illusion de gestion. Et là, on peut dire qu'on a fait des travaux, hein, on peut s'en féliciter sur Internet, dans des conférences de presse filmées ou dans des directs sur Facebook. On peut dire qu'on a réparé, hein, on peut montrer des photos, des documents, mettre des coroplaces, annoncer des millions de dollars. Mais la route, elle, demeure fondamentalement en fin de vie. C'est exactement ce que plusieurs citoyens observent. On part sur une route réparée, puis elle brasse encore. Elle a encore des ornières. Elle est encore inconfortable. Elle est encore dangereuse en moto. Donc, la vraie question n'est pas est-ce qu'on dépense. La vraie question est est-ce qu'on dépense pour reconstruire durablement ou on repousse le problème? Et là, le déficit du maintien des actifs vient répondre à cette question-là. Parce que ce déficit-là est maintenant immense. On parle d'environ 31 milliards de dollars pour le réseau routier, selon les informations récentes là, qui ont été rapportées publiquement. Et là, on parle de 31 milliards. Là. Ça, c'est pas pour refaire l'ensemble du réseau routier. Là. Ça, c'est pour patcher, là. Mettre des petits bouts ici et là. C'est du patchage. Et dans son rapport, le vérificateur général indique déjà que les investissements n'ont pas suffi à maîtriser la dégradation des chaussées. Parce qu'on a investi 3 milliards.
Alors, un déficit de 31. C'est ça le vrai problème. Mais quand on investit des milliards, le retard peut continuer d'augmenter si on n'en investit pas suffisamment, puis on ne dit pas aux gens combien. Et là, n'oubliez pas, 31 milliards, ça, c'est avec les indicateurs qu'on a maintenant, où on se dit que 76% du réseau est en bonne condition. Si on réfute ces indicateurs-là, on dit 76% du réseau n'est pas en bonne condition, on n'est pas à 31 milliards de dollars, là. On est à 2, 3, 4 fois plus que ça. Parce que actuellement, on ne finance même pas l'entretien courant. Et là, on doit rattraper des décennies de sous-investissement, de report, de vieillissement et d'intervention pédiatrique, parce qu'au lieu de faire ces réparations-là qui étaient nécessaires, de faire ces mises à jour-là qui étaient nécessaires, on fait toutes sortes d'autres annonces qui sont politiquement plus payantes. Hein? Ça, c'est comme une maison. Si vous réparez pas votre toit pendant 20 ans, le jour où l'eau va entrer, là, vous ne payez plus seulement pour quelques barres d'eau. Là, hein? Là, vous payez pour de la structure, de la décontamination, des moisissures, de l'isolation, des murs, des dommages à l'intérieur. Mais à des routes, c'est pareil. Là. Plus on attend, plus le coût explose. Et là, les mauvaises routes ne coûtent pas seulement au gouvernement, là, elles coûtent directement aux citoyens. Ça coûte des pneus, des suspensions, des allègements, des freins, des bris mécaniques, des pertes de temps, du carburant, du stress, de la sécurité, aussi des décès. Hein? Pour des motocyclistes, là, ça peut coûter beaucoup plus cher, ça peut coûter une vie, ça peut coûter des blessures. Et c'est ici qu'il faut poser une question importante. Si le Québec a un réseau en mauvais état, selon le vérificateur général, est-ce que cela apparaît dans les statistiques d'accidents? Parce que comparer seulement le nombre brut d'accidents entre le Québec et l'Ontario ne suffit pas. Il faudrait ajuster, il faudrait regarder les accidents par 100 000 habitants, les accidents par milliard de kilomètres parcourus, les décès par milliard de kilomètres parcourus, les blessures graves par type de véhicule, accidents de moto par nombre de motos immatriculées, collisions impliquant perte de maîtrise, conditions de surface à ce moment-là, état de la chaussée, météo, localisation. Pourquoi? Parce que l'Ontario a une population différente, un réseau différent, un volume de circulation différent. Le Maine, Vermont, New York ont aussi des conditions différentes. Donc, pour être rigoureux, il faudrait comparer des taux, pas seulement des nombres. Mais cette hypothèse-là, elle est légitime et on va la regarder dans le futur. Inquiétez-vous pas. Parce que si les routes sont réellement plus dégradées et si les motocyclistes sont particulièrement vulnérables à la qualité de la chaussée, on devrait au minimum vérifier si cela apparaît dans les données. Puis à un moment donné, si on met la vie des gens en danger en jouant sur des indicateurs, à quel moment est-ce que ça devient une responsabilité si c'est pas pénal, criminel? Et là, il y a un piège parce que un motocycliste qui perd le contrôle, là, de nos jours, ce qu'on fait, là, ben, on dit ah, il a perdu la maîtrise de son bolide. Hein? Et là, on veut tout de suite s'imaginer que la vitesse, et qu'il a fait une erreur de conduite, il a été distrait ou une condition météo, etc. On va jamais dire la route était en mauvais état. On va jamais dire il y avait une ornière là, qui a provoqué la perte de stabilité. On va jamais dire le joint de pont dans un virage a pu surprendre le motocycliste tellement le choc était important. On va jamais dire une patch était mal nivelée et a fait décrocher la roue. Une accumulation de vibrations peut rendre une conduite dangereuse. Et si le rapport policier ne code pas précisément état dégradé de la chaussée comme le facteur principal, le rôle de la route disparaît statistiquement. Et là, on n'est plus capable de découvrir le problème et de le rendre explicite. Puis ça, bien évidemment, c'est un problème classique hein, au niveau des secteurs d'activité de l'administration publique. Et ce n'est pas un hasard. On ne veut pas nécessairement avoir à rendre de compte sur ça. Ce qui est vécu comme une cause par l'usager peut devenir une simple catégorie administrative qui va se fondre dans le melting pot de données. Et encore une fois, on retrouve le même enjeu. L'indicateur ne raconte pas toute l'histoire. Lorsque je vais refaire l'analyse complète, je vais comparer au minimum Québec et Ontario sur 5 niveaux. Premier niveau, l'état du réseau. Hein? Donc, Québec, proportion en bon état selon l'IRI, constat du vérificateur général, déficit de maintien, proportion de chaussée en fin de vie. Ontario, PCI, IRI, orniérage, DMI, Optimal State of Repair, puis les données à rendre. Deuxième niveau, investissement. Donc, regardons le budget total, investissement par kilomètre, entretien préventif, reconstruction, resurfaçage, entretien ponctuel. Troisième niveau, les accidents, donc les décès par milliard de kilomètres, les blessures graves, collisions à moto, perte de contrôle, conditions de surface. Et quatrième niveau, expérience de l'usager. Donc là, on parle de confort de roulement, les plaintes, sécurité à moto, les joints de pont, l'orniérage, les routes régionales aussi qu'on oublie souvent.
Et finalement, la gouvernance, donc c'est quoi le seuil d'intervention? Parce que là, définitivement, on n'intervient pas du tout au même seuil. Les délais, priorité, capacité de rattrapage, transparence, aussi des indicateurs. Ça serait une vraie comparaison. Hein? Pas une impression, une vraie comparaison. Encore là, est-ce que toutes ces données-là sont rendues publiques pour qu'on puisse le faire? C'est à voir. Euh, Pendant que ce déficit-là s'accumule, les gouvernements annoncent encore de nouveaux grands projets. Hein? Tramway, transport collectif, pistes cyclables, plus de programmes, nouveaux engagements, nouveaux milliards, ici et là, Ukraine. La question n'est pas de dire que le transport collectif est inutile. Là. La question est plus fondamentale. Sommes-nous capables d'entretenir correctement ce que nous avons déjà avant de se lancer dans d'autres choses? Parce qu'une société mature doit d'abord maintenir ses actifs essentiels. Revenons à la maison. Là. Est-ce que vous faites un agrandissement de la maison ou vous réparez la toiture parce que ça coule à l'intérieur? On a des choses essentielles à réparer. Là. On a des routes, on a des ponts, on a des écoles, on a des hôpitaux, on a des aqueducs, on a des réseaux de base. Là. Avant de multiplier les nouveaux projets, il faut savoir si les infrastructures existantes sont financées correctement. Actuellement, c'est pas le cas. Et si on entre dans cette logique-là, hein, dangereuse d'annoncer des nouveaux projets, ben on se trouve à annoncer l'avenir pendant qu'on laisse le présent se dégrader. Hein? Et oui, le Québec a des conditions difficiles, c'est vrai. On a du gel, on a du dégel, on a du sel, on a du déneigement, on a des filtrations d'eau, on a des cycles de température. Puis oui, ça affecte les chaussées. Mais l'Ontario, le Maine puis le Vermont, là, puis l'État de New York ont aussi des hivers. L'hiver à Ottawa ou l'hiver à Gatineau, c'est le même hiver, là. Hein? Mais même s'il y a des petites différences, faut quand même l'admettre, là. Je veux dire, l'Ontario, c'est pas un climat tropical. Donc, l'hiver ne peut pas être une explication complète, là. Il peut expliquer une partie de la difficulté, c'est vrai, mais il ne peut pas justifier une culture permanente de patchage, de retard et de mauvais roulement. La vraie question n'est donc pas est-ce que le Québec mesure ses routes? Oui, on mesure. La vraie question est est-ce que le Québec mesure la bonne chose? Est-ce que le Québec communique le bon portrait à ses citoyens, à ses contribuables? Est-ce que le Québec intervient assez tôt? Est-ce que le Québec reconstruit assez ou préfère annoncer des nouveaux projets et cacher l'état réel de la situation? Et est-ce que le Québec accepte un niveau de qualité trop bas? Hein? Et surtout, là, est-ce que le Québec est en train de normaliser la médiocrité? Parce que les routes sont un test de réalité. Elles ne mentent pas. Hein? C'est très tangible. Un rapport peut dire qu'une route est acceptable. On peut faire une conférence de presse derrière un lutrin, avoir des petits clips, des reels, faire des annonces sur Facebook. Mais votre véhicule le sait, lui, la vérité. Votre moto la sait, la vérité. Vos pneus le savent. Votre suspension, définitivement, est au courant. Les bras de suspension le savent aussi et votre colonne vertébrale aussi. Et si les indicateurs disent que 76% du réseau est en bon état, pendant que le vérificateur dit le contraire, il faut arrêter de faire comme si le problème était seulement une perception citoyenne ou une exigence déraisonnable des gens qui veulent se promener en voiture. Il y a un problème d'indicateur, il y a un problème de seuil, il y a un problème de communication, et il y a un gros problème de maintien d'actifs. Et il y a probablement un gros problème de priorité aussi. Parce qu'une société qui appelle acceptable ce que les citoyens vivent comme inacceptable finit par perdre de la confiance. Et quand la confiance disparaît, c'est pas seulement les routes qui s'effritent, ce sont les institutions. Une route n'est pas bonne parce qu'un tableau dit qu'elle est bonne. Une route elle est bonne quand elle est durable, sécuritaire et confortable pour ceux qui l'utilisent et elle est perçue comme telle dans la réalité telle que vécue. Et si les indicateurs disent une chose pendant que la route dit le contraire, c'est pas le citoyen qu'il faut corriger. C'est l'indicateur puis les politiciens qui les choisissent.